Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Nous sommes le dimanche 21 janvier 2018. Merci à tous de nous rejoindre pour un nouveau numéro du D12 sur Pyramide FM. Nous sommes ensemble pour 1h30. Le dialogue politique inter-togolais s'ouvrira-t-il effectivement ce 23 janvier à Lomé? C'est la principale question qu'on peut se poser au lendemain de la manifestation des femmes à l'appel de la coalition de l'opposition. Annoncé par Conakry puis Accra, le 23 janvier a-t-il été reçu, accepté, intégré par Lomé? Le dialogue est l'une des issues proposées depuis août dernier au lendemain des toutes premières poussées de fièvre dans 5 villes du Togo, mais aussi à l'extérieur du pays. Il est resté le principal remède indiqué par divers observateurs et amis du Togo. Cette semaine, l'ambassadeur David Glimour des États-Unis insistait sur la nécessité d'aller rapidement au dialogue pour une solution paisible à la crise. La crise, c'est déjà 5 mois de mouvement de rue au Togo. C'est aussi plusieurs manifestations en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. La liste des détenus, mais aussi des morts et blessés, n'est guère élusante à la ville du Togo. Les numéros de l'émission sont 22 46 19 05 et 96 50 34 37. Le technicien est Romaric Freitas, docteur Ekwe Folie. Bonjour. Bonjour, cher ami Pierrot. Bonjour tous les auditeurs. Comment allez-vous? Je me porte à merveille. C'est la première fois que vous venez au D12. C'est vrai que vous êtes déjà venu à Pyramide FM, mais pour le D12, c'est la première fois que vous venez. Ici, c'est quoi votre mouvement? Merci. Le mouvement Alaga est une association politique, donc la société civile. Et nous cherchons, comme toutes les autres associations, à faire de la veille sociale. Et donc, nous sommes loin du politico-partisan. Je vous l'avais tantôt dit, nous l'avons toujours dit sur les médias, et nous essayons d'apporter un correctif à certaines déviances de la société civile du Togo, notamment l'arrimage au courant politique qui s'affronte. Et ceci est une grande déviance, et nous souhaiterions que les acteurs de la société civile du Togo puissent adopter ou assimiler cette entre-griffe leçon que le MPA voudrait répandre dans l'échiquier ou sur l'échiquier national du Togo. Vous avez constaté, selon vous, que la société civile du Togo est arrimée aux partis politiques. Vous pensez que vous allez pouvoir faire du solo dans ce paysage des associations qu'on connaît? C'est possible? Oui, nous ne posons pas le problème de ce point de vue-là. Et quelquefois, il vaut mieux ne pas être accompagné que d'être accompagné. Cela dépend des enjeux. Et nous croyons que, vous savez, nous avons fait un grand travail en 2016. Nous avons rencontré beaucoup d'associations, la société civile, certains partis politiques, essayant de prêcher le langage, un langage républicain, de mise ensemble des Togolais et d'éloignement de tout spectre de la violence du champ politique. Les gens ne comprennent pas encore parce que les gens sont arrimés à des tendances qui sont antagoniques et antagonistes de par leur essence. Et à la rigueur, on vous demande, mais quel est votre camp? Justement, c'est le langage que nous disons qu'il n'y a pas de camp, parce qu'il n'y a pas de manichéisme qui tienne. Et les gens ont tendance à caricaturer le parti au pouvoir, soit disant que c'est le mal en personne, et à angéliser l'opposition. Nous disons que ceci n'est que de la caricature, et ceci n'est que de la politique, de la communication politique fantastique. Il n'y a pas du mal d'un côté et du bien de l'autre côté. Ceci est faux, est une mauvaise grille. Mais il y a la possibilité entre Togolais de se comprendre sur tous les enjeux qui sont problématiques. Je prends l'exemple de la société civile. Je suis politologue à la base. Nous connaissons la théorie. Qu'est-ce que c'est qu'une société civile? Les groupements de pression, les groupes de pression. Quelle différence y a-t-il entre une société civile, les groupes de pression, le syndicalisme, dans une autocratie, dans une démocratie? Il y a plusieurs catégories d'actions
il y a une certaine confusion au Togo sur la nature même de la société civile. Donc, nous avons vu des acteurs de la société civile qui sont carrément penchés sur la position de l'opposition, c'est-à-dire qui ne meuvent aucune critique objective vis-à-vis de l'opposition, alors qu'aujourd'hui, tous les acteurs qui sont pondérés et qui sont responsables reconnaissent que l'opposition du Togo est la plus incompréhensible de toutes dans notre sous-région. Elle cumule les erreurs d'appréciation, de stratégie. Elle amène les peuples dans les rues sur un échiquier de la violence, alors que les populations ne sont pas préparées pour faire un combat de violence, un combat violent avec des forces de l'ordre. Nous disons ceci, le militaire est un citoyen en mission, est un civil en mission, et le civil est un militaire en permission. Mais les populations ne sont pas préparées à user de la violence. On ne peut pas les engranger dans un processus politique qui requiert l'usage de la force. Les gens vont mourir, les gens meurent. Alors, qui fait le compte, le bilan de ces populations qui meurent? Alors, ce sont des ingrédients de la réflexion que nous posons. Mais dans votre réflexion, là, vous semblez pointer du doigt tout de suite l'opposition du Togo qui serait incompréhensible dans la sous-région, vous dites, et qui déverse les populations dans les rues. Vous semblez épargner le pouvoir. Alors, cela dépend du plan de réflexion. Le pouvoir, il y a une confusion qui se fait au Togo entre le parti au pouvoir dans une démocratie et le pouvoir de l'État. Il y a une différence. Vous prenez le pouvoir de l'État comme un cheval, le parti au pouvoir comme le chevalier, qui monte et qui cavale. Donc on confond le cheval et le chevalier. Ce qui fait que, en critiquant le parti au pouvoir, on critique l'État. En jetant des pots de banane au parti au pouvoir, on démolit l'État, cette structure, ce cheval-là même que l'opposition voudrait monter, sur lequel l'opposition voudrait monter. Il y a ce qu'on appelle le régicide. Celui qui est roi en lui, celui qui possède le républicanisme, ne détruit pas ou ne fait pas du régicide, ne tue pas un roi, ne jette pas des pierres à un président. Parce que le président est une institution, au-delà des partis politiques. Et l'étranger nous suit. Les oppositions qui sont sérieuses, qui sont responsables, on les voit dans des pays, souvent des pays anglophones. On fait des critiques, mais lorsque des questions d'enjeu national se posent, l'opposition et le pouvoir sont ensemble. Je félicite d'ailleurs l'émergence de cette loi sur la figure du chef de file de l'opposition. C'est une figure institutionnelle. Nous avons, vous savez, en France, en Italie, en Grande-Bretagne, les gens se chamaillent, mais quand il y a un problème d'ordre national, vous les voyez ensemble. C'est ce qui manque. Il y a donc cette tendance à entrer en conflit au-delà de toute autre considération. C'est ce que le MPA voudrait injecter dans le champ de réflexion nationale. C'est important. Voilà, parce que l'histoire jugera des acteurs comme aujourd'hui nous jugeons les acteurs des années 90 qui beaucoup ont fait le mea culpa, et dont le grand illustre opposant togolais, M. Gilchrist Olympio, qui a reconnu au sorti de l'Élysée en 2005 que nous sommes devant un cas politico-diplomatique. Ce n'est pas un problème de violence. J'avais dit une fois à la radio Lomé que lorsque la mouche se pose sur vos testicules, vous comprenez qu'on ne règle pas tous les problèmes par la violence. Voilà. Donc, vous savez parler de violence tout le temps, comme si le Togo est un cas unique là, et quand on vous suit dans vos développements. Oui, la violence ici, elle est verbale, elle peut être verbale, elle peut être armée, elle peut être sociale. Et là, il y a plusieurs, c'est un spectre, comme un spectre de lumière. Et je le dis parce que, vous savez, lorsqu'un pays bascule dans la violence, c'est une seconde. Parce qu'il y a des relents, il y a des prédispositions dans le champ politique et social qui font que des gens peuvent basculer tout de suite dans la violence. Je ne vais pas vous informer qu'à Lomé, on a eu un cas durant les marches qui a été très critique et où des forces civiles sont rentrées pour se faire la justice. Ce qu'on appelle l'état de nature. Hein, en sciences politiques, c'est l'état de nature. On rentrait dans un état de nature.
Et quand vous avez des gens qui ne sont pas pacifiques, qui ont des moyens à l'étranger, mais le Togo devient une poudrière tout de suite. C'est cela. Donc, le verbiage politique doit être exempt de toute violence. Les opposants, ils sont des Togolais, leur position compte. Le parti au pouvoir est fait de Togolais, leur position compte. Donc, il faudrait se parler en gentleman, voir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Surtout l'échelon de la loi. Moi, j'y tiens toujours. Il y a une loi au Togo qui doit être respectée. Tous les dialogues doivent revenir à l'échelon de la loi. Lorsque vous commettez l'erreur de bafouer la Constitution, vous créez un précédent dangereux pour le futur. Voilà. Donc, qui bafoue la Constitution? La Constitution est aujourd'hui bafouée, et je le dis en toute responsabilité, par le mouvement qui, se déferlant dans les rues, a réclamé la déstabilisation d'une institution de la République, qu'est le président. Quand je parle de président, suivez-moi bien, je n'entends pas le chef de l'État actuel en soi. C'est cela. Il faut dépasser cette figure et se dire qu'on ne peut pas avoir une constitution qui régule ou régit le système de passation de pouvoir et rentrer dans les rues pour demander à corps et à cri la démission du chef de l'État. Dans une situation, dans un contexte où il n'y avait pas de précédent, il n'y avait pas un attentat, il n'y avait rien. En outre, le Togo était, depuis les élections de 2015, il y avait une accalmie. On pouvait comprendre, comme cela s'est passé au Burkina, où le chef de l'État a voulu faire un forcing. Alors les gens sont sortis pour s'opposer à lui. Donc, qu'est-ce que les institutions togolaises avaient fait de mal ou de si extraordinaire entre 2015, les élections présidentielles, et août 2017? Rien. Nous reviendrons sur la crise actuelle, puisque moi je vous ai découvert il n'y a pas trop longtemps au CRD. Vous étiez du mouvement du docteur Atou Edem. Sans doute que vous étiez basé en Italie, si ma mémoire est bonne. Oui, je suis basé en Italie. Ok, mais en fait, visiblement, le CRD tient toujours des positions qui, visiblement, ne sont plus les mêmes que celles que vous tenez aujourd'hui. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous savez, nous avons fait une réflexion très profonde au CRD. Le CRD, le comité de résurgence de la diaspora. Et nous avons, en 2015, nous étions à Lomé, César. Nous avons fait une conférence. On a fait un bilan des 30 ans de lutte démocratique. Et nous avions dit, le communiqué aujourd'hui existe, qu'il est temps que les acteurs abandonnent le manichéisme. Le docteur Atou était là. Nous avions travaillé tous ensemble avec Sylvestre Apédo depuis Canada sur la quintessence de ce communiqué. En fait, nous ouvrions une nouvelle brèche dans l'histoire politique du Togo. Bon, des journalistes nous avaient demandé si c'était pas un coup d'État à l'opposition. On leur avait dit non. Et toute considération faite, il faut remettre la balle à terre. C'était cela, la dernière tendance politique, idéologique du CRD. CRD dans lequel j'étais le secrétaire commis au panafricanisme et à l'éducation. Eh bien, après, il y a eu des dissensions d'ordre idéologique. Je vous parle de personnes qui n'ont pas de problème de ventre, qui n'ont pas de problème alimentaire. Le CRD était composé à l'époque d'intellectuels d'un certain niveau. Moi, je jette des fleurs à tous ces gens qui étaient là. Donc, s'il y avait des contentieux, c'était des contentieux de pouvoir ou d'idéologie, de placement de personnes. Donc, il y avait eu ce genre de contentieux. Et également, les rapports que le CRD entretenait avec des partis politiques, notamment avec Obu, avec certains partis de l'opposition, qui dialoguaient souvent avec nous. Il y a eu des contentieux sur certaines questions d'un certain niveau, et certains parmi nous avions décidé d'en sortir. Bon, moi, je crois, j'étais l'un des tout premiers. Vous avez claqué la porte au CRD. Oui, voilà. Ok, maintenant, d'autres Togolais de la diaspora ont tenté de revenir et de s'installer au Togo avec plus ou moins des succès ou d'échecs selon les cas. Je ne sais pas quelle est votre situation. Vous êtes depuis à Lomé, est-ce que vous vous plaisez? Oui, j'aime bien l'Afrique. Je suis rentré en fait. Je suis rentré depuis 2016 au Togo, à Lomé. Et donc, ça a été toujours un plan. Moi, bon, personnellement, mon projet d'immigration avait prévu depuis l'origine le retour au Bercail. La terre des Blancs, elle est belle. Vous avez beaucoup de technologies, beaucoup de facilités, les bus, les portes qui s'ouvrent automatiquement, et tellement de choses, mais ce n'est pas nous qui les avons fait. C'est les Blancs qui les ont faites.
Et il faudrait qu'un jour, nous construisions également nos États. Et nous avons les ressources. Ce qui est important, c'est la matière grise, c'est la réflexion. C'est très important. La vision, la réflexion, ensuite l'action. Donc, nous savions tous ceux qui sont du CRD. En fait, il y avait un vœu. On serait rentré un jour au Togo. Moi, j'ai choisi de rentrer plus tôt. Et je suis rentré. Il y a d'autres qui sont en route, bien d'autres de la diaspora, et notamment du CVU. Et il y a ce plan de retour. Voilà. Mais en fait, je l'ai dit tantôt, vous êtes un cara. En fait, ceux qui viennent et qui disent que oui, c'est bon, le Togo, ils ne sont pas nombreux. Oui, mais moi je l'ai toujours dit aux gens de la diaspora, même à ceux qui, en venant au Togo, vous m'excuserez un terme un peu vulgaire, viennent faire la talakou, n'est-ce pas? Et faisant croire que c'est le paradis en Europe. Et nous avons toujours dit, vous ne faites pas du bien à vos frères. Et le Togo est l'un des pays de la sous-région qui est stable, et j'espère que la stabilité sera maintenue aussi bien par les acteurs de l'opposition que par les acteurs au pouvoir. Une chose est vraie, c'est que le retour au pays n'est pas facile. Oui, le retour au pays n'est pas facile parce que nous sommes habitués à des systèmes sociaux qui sont très évolués. D'ailleurs, nous avons choisi d'émuler le système social et politique des Européens. Donc, nous, de la diaspora, nous avons vécu dans ce système-là. Et quand nous rentrons, nous voyons, c'est-à-dire nous sommes des produits d'un État que ceux du Togo veulent atteindre. Donc, c'est très difficile. Un exemple très banal, ça va vous surprendre. Le fait de voir des gens qui violent les feux rouges. Ça, moi, personnellement, ça me crée un sentiment d'insécurité incroyable. Ou le fait de voir que quand il y a un accident, la population se réunit et crée l'ordre. Alors qu'il y a un code routier. Il doit y avoir des procédures. De petits trucs comme ça, quand vous vivez dans la diaspora, vous revenez, vous voyez, vous avez peur, ça vous crée de la peur. Bon, maintenant, ceux qui sont là pour investir économiquement, il y a l'environnement juridique, la fiscalité. Il y a beaucoup de ces facteurs-là qui ne sont pas au niveau de l'Europe, des différents pays d'Europe où nous sommes. Mais il faut affronter cette peur et il faut savoir s'intégrer. Ce n'est pas facile, il faut le faire. Surtout, il ne faut pas jeter toujours du discrédit sur le pays. Dans la diaspora, en fait, c'est le champ des diasporiens. C'est leur cheval de bataille. Ils insultent le Togo pour avoir du crédit à l'étranger. Mais à la fin, mais vous ne l'avez pas fait, vous? Non, jamais. Jamais, je ne l'ai jamais fait. Je le dis, je le dirai toujours. Lorsque, en 2015, nous devions participer, le Togo devait participer à l'exposition de Milan, j'étais, et encore, depuis 2013, nous avons fait un travail colossal dans toute l'Italie, de mes propres frères, je le dis toujours. Il y a des gens qui n'ont jamais rien donné à la République. Et je ne veux pas rentrer dans certains détails. Gratuitement, on a mobilisé la diaspora pour l'arrivée du chef de l'État. Des diasporiens du Nord qui ne faisaient qu'insulter le parti au pouvoir, le chef de l'État. Quand on les a mobilisés, le chef de l'État était venu, ils étaient sortis. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu les remerciements de la part du chef de l'État, c'est les mêmes personnes qui insultaient le chef de l'État qui se sont partagé l'argent. C'est quoi les remerciements? Non, mais en fait, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Est-ce que quand le chef de l'État arrive, vous avez fait la diaspora, vous êtes maintenant à Lomé, est-ce que quand le chef de l'État arrive par hasard dans un pays, en termes de remerciements, est-ce que c'est des billets et de banques qui sortent? Oh oui, cela dépend du pays et de la nature de la diaspora. Et chez nous en Italie, c'était dans le cadre de l'expo. Donc il y avait le Togo Day. C'est une journée où toute l'exposition se consacre au Togo. Et il fallait que la diaspora togolaise sorte pour accueillir le chef de l'État. On a tout fait, je vous en prie. Lorsqu'on a commencé la campagne, des gens ont dit, mais vous voulez travailler pour que le Togo émerge à l'expo? Vous ne savez pas qu'en faisant ainsi, vous jetez des fleurs au pouvoir qui a Lomé et qui stigmatise nos populations. Il a dit, mais comment vous pouvez raisonner ainsi à l'étranger? Mais c'est le Togo. Et donc, on a mobilisé, mais cette diaspora est sortie. Le chef de l'État, je crois, dans son communiqué, il a été très chaleureusement accueilli par cette diaspora italienne. Et en partant, il a fait un geste de remerciement. Bon, maintenant, les détails, il y a les officiels, il y a l'ambassadeur, Paris, il y a tous ceux qui l'ont accompagné et qui, bon, je ne veux pas... On a compris. Ce qui est sûr, c'est que le chef de l'État ou le Togo, ceux qui ont représenté le Togo n'ont pas été ingrats vis-à-vis
de la diaspora qui les a accueillis. On a compris ce qui s'est passé, on l'a compris. Il y a eu cette passe d'âme cette semaine entre le ministre Kouro Agadasi et le PNP. Au cœur de la polémique, vous le savez, les accusations portant sur le djihadisme. Depuis le mois d'août, le Togo vit une situation assez inédite. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes politologue, vous connaissez sans doute la situation d'un certain nombre de pays, outre des pays africains. Est-ce que nous sommes en face d'une situation qu'on peut comparer au djihadisme? Bon, d'abord, je crois que le terme djihadisme devrait être un peu dépassé. Parce que le djihad, nous savons tous ce que c'est. C'est l'emploi de l'arme au profit d'un projet d'expansion islamique. Et nous ne sommes pas tout à fait dans ce cadre. Bon, il y a l'islam politique qui est différent de l'islam religieux. La sous-région, comme vous le dites, vous l'avez dit, vit, c'est pas moi qui vais démentir, toute la zone sahélo-saharienne est en train d'affronter un déferlement de terrorisme, d'attaques terroristes. Et vous savez très bien que parmi toutes les tendances religieuses aujourd'hui dans le monde, vous partez du bouddhisme jusqu'au christianisme, et vous faites un petit crochet sur la religion d'Osiris, la religion de l'Afrique noire, et vous voyez que la seule tendance religieuse qui se prête à l'emploi de l'arme, c'est la tendance islamique, plus facilement. Parce que l'islam, quand vous faites la sociologie de l'islam, vous vous rendez compte que l'islam a en soi tous les éléments capables d'organiser sur le plan religieux un État, c'est-à-dire une société politique. C'est la raison pour laquelle on peut appliquer la charia. On applique c'est pas comme le christianisme, c'est pas comme les autres religions. Vous pouvez faire n'importe quoi dans la police, pas dans la police grecque, c'est-à-dire dans la cité, et appartenir à n'importe quelle religion. Le problème que nous avons au Togo, c'est lequel? C'est que depuis un certain moment, toute la sous-région est sous monitorage. Il y a des terroristes en Afrique occidentale. On a vu des attentats partout dans les pays, au Burkina, au Mali, au Niger. Aujourd'hui, le Niger compte d'ailleurs 4 bases militaires internationales. Les Américains sont là, les Allemands, les Français, les Italiens sont là. Et on a des bases de drones. Notre région est contrôlée, est filmée tout le temps. Parce qu'il y a des infiltrations djihadistes. Pour djihadistes, en parenthèse, à finalité terroriste. Pour la simple raison qu'il y a une résurgence de la guerre entre les Arabes et le monde hébreu, le monde juif. Et donc, les différents États qui sont neutres deviennent des proies pour les deux tendances qui sont en guerre. Et nous devons faire beaucoup attention. Lorsque nous avons le Togo, qui a le seul port en eau profonde de la zone, et qui achemine, qui achemine à travers ces infrastructures les matières premières, les produits manufacturés venant de l'Europe, des États-Unis, de l'Inde, de la Chine, vers les pays de la sous-région. Un pays comme ça doit être stable. C'est un pays qui est un pilier économique, il y a beaucoup d'États dans la zone qu'on appelle le G5, bon, la zone des 5 Sahel. Et voilà que nous voyons en août, comme cela, un mouvement émerge et dont la base est, il faut le dire sociologiquement, est câblée sur l'islam. Et Sokone, ses environs, on l'a toujours dit, et depuis un certain moment donné, les populations ont toujours eu tendance à se confier aux imams. Les imams ont fait la justice, les imams résolvent les conflits. Et alors qu'il y a une justice de l'État, il y a un tribunal. Quand c'est comme ça, l'imam, il exerce quel droit? Le droit islamique. Nous sommes dans un État laïque. Donc, des républicains doivent se poser des questions. Est-ce que c'est des questions que se posait le ministre? Visiblement, il ne se posait pas de questions. Bon, je ne peux pas parler au nom du ministre, mais je crois qu'il y a tellement d'indices. Mais au-delà du ministre, oui, y compris même le chef de l'État, et depuis un certain nombre de temps, on a entendu un certain nombre de discours qui sont dans l'affirmation. Oui, bien sûr. Vous savez, quand on dit que votre pays est menacé par le terrorisme, c'est un déterrent, c'est-à-dire c'est une information qui vous fait mal au plan économique, diplomatique. Vous chassez des investisseurs
Alors, lorsque le chef de l'État ou les officiels disent que nous sommes sous danger, nous sommes en danger terroriste, ce n'est pas pour leur bien. Quand ils le font, c'est parce que quelque part la situation est critique. Mais on ne dit pas tout sur la place publique. Vous personnellement, oui. Est-ce que vous avez des indiscrétions? Nous en avons, mais vous les avez appelées indiscrétions. Et nous sommes devant un micro. Mais je pose autrement la question. Est-ce que vous êtes inquiet pour le Togo? J'étais inquiet pour le Togo. Entre août, septembre et octobre, je ne suis plus tellement. Et parce que nos forces de l'ordre ont réagi comme il fallait réagir. Et je crois qu'ils sont en train de faire un grand travail. Un travail dont bénéficiera même les populations qui sortent de l'opposition. Parce qu'il y a un État, il y a un cheval et un chevalier. Mais quand on se réfère un peu à votre développement, est-ce qu'il n'y a pas une confusion? Le Togo connaissait des mouvements depuis les années 90 et personne n'a parlé de djihadisme. Oui, parce que le terrorisme n'avait pas... En fait, le terrorisme a commencé avec la fin de la guerre froide. Lorsque le monde a été... les Américains ont voulu faire un monde unipolaire. C'est en ce moment-là que le terrorisme islamique a connu son essor. Bon, c'est vrai que cela avait déjà commencé avec les Palestiniens. À la fin de la guerre des 7 jours, lorsque le Golan a été pris et ils ont été mis à l'étroit, ils ont choisi l'option terroriste pour lutter contre la présence israélienne. Mais ce n'était pas du terrorisme comme on l'a connu après les années 90. Bon, les années 90, le contexte n'était pas un contexte terroriste. Il y a eu la guerre de l'Afghanistan, il y a eu la première guerre d'Irak en 91, la deuxième guerre d'Irak, les tours Eiffel, les tours... World Trade Center. Voilà, le World Trade Center. Et il y a eu également la guerre de l'Afghanistan. Bon, aujourd'hui, le terrorisme est devenu une question géopolitique mondiale. Et tout ce qui se passe dans un État comme le Togo, où des gens veulent renverser un pouvoir dans un ordre anticonstitutionnel. Bon, le terrorisme qui est à côté, et ils voient une occasion de s'infiltrer. C'est cela, c'est le danger. Je crois que beaucoup de personnes ont attiré l'attention des opposants sur cela. Le moment que vous choisissez est trop critique. Vous pouvez faire vos choses, hein, et réclamer. C'est bien, c'est normal, il y a la loi sur les manifestations. Mais faites attention, parce qu'au-delà de la question nationale, il y a des enjeux internationaux. Si aujourd'hui, le Togo est livré au mouvement terroriste, devient une base. Le problème, c'est que le Togo devient une base. Le Togo a un port en eau profonde. Vous êtes un analyste politique, vous êtes politologue. À vous écouter, l'opposition classique traditionnelle, avant même la montée en puissance du PNP, vous voulez dire que cette opposition-là devait faire attention au positionnement du PNP, au discours de ce parti? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Est-ce que ce n'est pas une tentative de division du mouvement qui est en cours? Ce n'est pas bon. On peut l'entendre comme une tentative divisionniste si on est sur l'échelon du politico-partisan. Mais lorsque les partis politiques d'opposition classiques posent la question du financement du PNP, de l'origine de toute cette force, mobilisation au Ghana, dans la diaspora, au Burkina, au Nigeria, tout cela, ils posent des questions. Et le fait que des gens manifestent leur religion, il y a une exhibition de la religion durant les marches. La marche est une activité politique, c'est-à-dire de la police, c'est-à-dire de l'État. Et dans cette activité-là, des gens exhibent leur religiosité, leur religion, et posent même des conditions. Bon, on ne va pas marcher le vendredi. Bon, si on marche le vendredi, on va faire une pause, tout cela. Mais c'est une intrusion du religieux dans le politique. Les partis d'opposition classiques, dont le chef de file de qui est une institution, devrait se poser certaines questions. Mais tu sais, même si cela va conduire à une démolition du PNP, ce sera d'un PNP qui fait peur. Le PNP, je crois que doit avoir des ressorts pour faire une réforme interne de sa communication afin que le PNP rassure les Togolais. Il faudrait, on ne va pas faire de l'opposition politique pour rentrer dans d'autres choses. Il faut faire attention. Donc, je crois que lorsqu'un parti politique aujourd'hui se lève et questionne le PNP, il peut le faire sur une base républicaine, de responsabilité républicaine. On ne va pas démolir un parti. Les partis en démocratie vivent et meurent sur la base de l'évolution de la courbe de leur électorat.
On a vu la CDPA, qui est devenue un parti qui n'a plus tellement de prise sur le plan de la masse populaire. Et avant, ce n'était pas comme ça. Et ce parti existe tout de même. Et ce parti peut rebondir. Donc le PNP également est un parti, il est autorisé, ils peuvent exercer, mais il faut que l'opposition classique fasse attention. Oui. Est-ce que l'exemple de la CDPA est un bon exemple? Quand on prend l'histoire de la CDPA, on ne sait pas la période où elle a connu une certaine gloire et puis visiblement le déclin que vous êtes en train de décrire. Oui, le déclin de la CDPA... Est-ce qu'il y a vraiment même un déclin? Alors, bon, lorsque vous voyez un parti comme la CDPA qui n'a plus de représentants au Parlement, ça veut dire... Est-ce qu'ils en avaient eu, avant? Ah ben, vous savez, dans des coalitions, on aurait pu attribuer à la CDP une grande activité électorale sur le terrain. Aujourd'hui, je connais bien Tocpli, tu connais bien la maison du professeur Nunevi. Et ce n'était pas l'aura de ce parti n'est plus le même. D'ailleurs, avec les années 90, le début de la CDPA, ensuite BT, c'était un parti important. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu un déclin. Mais ce déclin, je crois que les cadres de ce parti pourront faire eux-mêmes un audit. Mais moi, en externe, je dirais qu'il y a eu une élitisation extrême de ce parti. Et en fait, c'est un parti d'élite. Or, dans nos démocraties, qui sont en train de se lancer, c'est important d'avoir de la masse populaire. Même si les gens ne comprennent rien, il faut avoir un certain électorat. Là, vous citez deux partis politiques. Le PNP, vous lui reprochez un certain nombre de choses, son positionnement et son rapprochement, ou bien sa philosophie. Vous représentez aussi à la CDPA son élitisme. Oui. Quel est votre idéal de parti quand on regarde le Togo? Alors, d'abord, l'idéal de parti est fixé par la charte des partis et par la garantie. Ça, on le sait. Voilà. Et donc, l'idéal, ce qu'un parti ne doit pas être, c'est un parti ne peut pas être arrimé à une mouvance religieuse. Parce que nous sommes dans un état là. Il faut vider le politique du religieux. Je ne dis pas du spirituel. Il fait une bonne différence. Le religieux, c'est un système qui organise des gens, qui leur impose des comportements et qui les font marcher suivant des mots d'ordre, même quand les gens ne comprennent pas. C'est dangereux. Le spirituel, c'est bien. Tous les partis, il y a des pôles de spiritualité. Même en Europe, il y a beaucoup de choses. Les partis sont accompagnés par des astrologues, par des devins, par des grands maîtres et par des initiés qui voient un peu, qui lisent le temps et qui dirigent, et qui donnent des directions, des instructions. Mais le religieux même, lui-même, les Européens ont fait l'expérience. Ils ont décidé de faire la sécularisation. Et ils ont réduit le Vatican, parce que le Vatican est aujourd'hui les pactes de Latéran. Bon, vous savez tout ça. Donc le religieux doit être enlevé complètement du politique. C'est dangereux. Si aujourd'hui les traditionalistes ou les traditionnistes africains, togolais, se mettaient ensemble et créaient un parti politique, avec toute la puissance spirituelle qu'ils ont, les bêtes qu'ils immolent, les forces qu'ils peuvent mettre en mouvement, vous imaginez ce que ça peut donner. Alors ils font un parti politique, ils marchent, des gens sont capables de bloquer la pluie pendant des mois, pendant des années, avec la science quantique qu'ils manipulent. Donc il faut éviter que le religieux rentre dans le politique. C'est cela. Le PNP a ce vice. Le PNP malheureusement a ce vice. Malgré tout ce discours qui est tenu depuis quelques mois, ça ne semble pas atteindre les populations qui sont visiblement déterminées à aller toujours dans les rues. On a vu les dernières semaines, les populations sont restées dans les rues. On a encore vu ce samedi des femmes. Est-ce que quelque part, c'est pas un échec, ce type de discours qui est tenu et qui n'arrive pas à atteindre la cible? Non, mais écoutez, vous savez, et ce type de discours ne doit pas avoir une réussite. Mais est-ce que c'est pas pour démobiliser éventuellement les populations? C'est pour le prévenir? Voilà. C'est une question qui va au-delà du politico-partisan. C'est une question d'ordre national. Si les gens écoutent, bon, ils écoutent. S'ils n'écoutent pas, ils sont libres. Est-ce que c'est de cela qu'il était question dans un des discours, je crois, du chef de l'État, quand il parlait d'une vérité qui finira par triompher? Le chef de l'État parlait en parabole. Et un bon diplomate, il a été très prudent. Je ne peux pas décortiquer, outre la portée formelle de ces mots, sa pensée. Je crois que vous me comprendrez. Non, mais moi, je n'ai pas compris. J'ai pas compris. Non, j'ai pas compris. Non, je veux dire qu'il y a beaucoup de dangers donc, qui sont regroupés dans une phraséologie
que le rédacteur du discours a choisi de faire. Et donc c'est ce que le chef de l'État a dit. Le chef de l'État a prévenu tous les acteurs contre des situations qui peuvent échapper de leur contrôle. Est-ce que tout l'État lui-même. Est-ce que tout ce qui se passe là, est-ce que c'est pas aussi dû au fait que notre démocratie a des problèmes? Vous allez m'excuser, on n'a pas encore de démocratie. Nous sommes en train d'enfanter un modèle démocratique. Et ça commence depuis les années 90. Vous savez, aujourd'hui, ici, vous prenez des acteurs de la société, des acteurs politiques de l'opposition, et même du parti au pouvoir. Bon, je me focalise un peu sur l'opposition, vous allez me le permettre, qui ont lutté depuis 90 et qui aujourd'hui prétendent faire renverser le pouvoir par la rue, qui est un moyen anticonstitutionnel. Moi, je me dis que ceci signifie qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes la transition démocratique. Parce que la transition démocratique devait être assurée dans les comportements, dans la vision du politique et ensuite dans la structure des partis. Mais est-ce que c'est seulement du côté de l'opposition qu'il faudrait tout ce que vous venez de décrire là et le pouvoir? Bon, alors, comme je vous ai dit, le pouvoir, moi je le scinde toujours en parti au pouvoir, qui est le cavalier, et le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'État, qui est le cheval. Oui, mais en fait, bon, maintenant, dans la compréhension des populations, tout cela se confond. Depuis 90, voilà, le pouvoir, il est là. Oui, vous savez, c'est une dynamique. Le parti qui a gouverné le Togo est aussi dans une transition démocratique. Mais moi, je me dis une chose. Il y a des signes qui ont montré que le parti qui gouverne le Togo a acquis deux principes. Le premier, c'est le principe de la légalité. Et personne ne peut me contredire sur ce terrain. Parce que depuis 1998, tout ce que fait le parti au pouvoir, que ce soit le RPT ou UNIR aujourd'hui, ils tiennent compte de la loi, légalité. S'il faut faire des tours de force, ils revoient le contexte légal. Tout se fait avec la loi en fait. C'est cela, en fait, ça c'est un grand acquis de la démocratie. Oui, mais en fait, est-ce que c'est pas facile? Est-ce que c'est pas facile quand on est majoritaire à l'Assemblée nationale? Quand on est... peut-être quand on contrôle les institutions de la République. Est-ce que c'est pas plus facile? C'est plus facile de le faire. Mais on peut également le faire quand on est une minorité. Oui, mais quand même, quelque part, il se pose la question de la légitimité. Oui, c'est vrai, c'est légal. Mais est-ce que c'est légitime tout ça? La question de la légitimité est une grande problématique. Je citerai l'article 146 de notre Constitution qui dit, noir sur blanc, que toute légitimité dérive de cette Constitution. Donc, le constituant togolais a soumis le sens de la légitimité à la légalité. Ce débat est clos par cet article. Donc, les personnes qui évoquent la légitimité sont renvoyées par cet article à la légalité. C'est cela, un chat qui se mord sa queue. Donc, c'est un terrain qui est sans issue. Quand vous voulez faire la bonne science juridique, c'est sans issue. Bon, maintenant, quand vous faites une analyse d'ordre moral, d'ordre historique, alors nous rentrons dans le subjectif. Et ce n'est plus objectif. Alors tout le monde peut dire la façon dont il considère les choses. Encore que quand vous avez une vision qui est la vôtre, vous deviez avoir la force pour faire prévaloir votre vision. Quand vous évoquez la morale, il y a quand même dans la conscience populaire du Togo un certain nombre de faits qui sont restés. La venue du chef de l'État actuel au pouvoir, les gens rappellent toujours son passage, député, ministre, président de l'Assemblée nationale, et tout ce qui s'est passé, les tours de passe-passe, tout ça, ça pose quand même des questions d'ordre moral. D'abord, tout ceci démontre, comme je le disais, que le parti au pouvoir a acquis le principe de la légalité. Donc, tous ces passages que vous avez cités avaient dû être faits pour se conformer à la loi. Bon, maintenant, nous ne sommes pas en 2005. Cher ami Pierrot, il y a eu une évolution, nous sommes en 2017. Il y a eu des élections, il y a eu des pourparlers, il y a eu des dialogues, il y a eu l'APG, les partis d'opposition qui auraient pu contester... Il y a plusieurs élections qui ont été contestées. Oui, non, les partis d'opposition qui auraient pu contester la légitimité du chef de l'État ont participé à des dialogues, surtout à l'APG. L'APG a été comme un cimetière de tous les contentieux liés à la légitimité du chef de l'État. Donc aujourd'hui, lorsque on évoque encore la légitimité, moi je fuis ce terrain-là, parce qu'il est sans issue. Et il faut parler de la loi, il faut que la loi arbitre. Et la raison pour laquelle je crois que la rue a bien fait de s'exprimer, mais la rue a mal fait de s'exprimer sur des questions qui sont hors de sa compétence.
Pour vous, la J'ai démocratie... dit, Oui. j'ai dit ceci. Vous m'excusez. Je vous ai pris la parole. Je peux aller? Non, mais allez-y. D'accord. La loi sur les manifestations autorise les manifestations. Mais je le dis à tous les Togolais que cette loi a un petit vice. C'est que cette loi ne prévoit pas les limites thématiques par rapport auxquelles on peut manifester. C'est-à-dire que vous pouvez manifester. Bon, c'est bon. On peut manifester pour tout dans une république. Il fallait limiter les questions. Il faut faire ce qu'on appelle en droit constitutionnel le blocus constitutionnel, où il y a des articles qu'on ne peut jamais toucher. Donc il y a des questions qu'on ne peut jamais amener dans la rue. Exemple? Il y a des, par exemple, le fait, je donne un exemple très simple. Hein. J'en parlais sur une radio l'autre fois, la zoophilie. La zoophilie est contemplée dans certains pays d'Europe, où des hommes vont avec des animaux. Vous imaginez un jour des Togolais, un groupe de Togolais disent, bon, nous voulons qu'il y ait la zoophilie parce que nous sommes en démocratie. On peut engranger 100 000 personnes, on sort, on manifeste pour la zoophilie, mais on dit non. Non, mais en fait, ce thème n'est pas... Est-ce que vous pouvez voilà, pas trouver un exemple? L'extrême. Non, mais un exemple beaucoup plus, oui, plus simple. Un exemple plus simple. Voilà. Et qui, qu'on peut... D'accord, comme vous voulez. Oui, qu'on peut comprendre facilement dans notre société. Nous avons une constitution qui régit le passage à la magistrature suprême. C'est les élections. Donc, nous sortons dans la rue, nous demandons que le président s'en aille. Ou nous voulons renverser le pouvoir établi. Ça, c'est inconstitutionnel. Dans un État sérieux, on ne peut pas permettre à des gens de manifester pour ce thème. Ce thème est exclu des prérogatives thématiques des manifestants. C'est ce détail-là qu'il faudrait, je lance un appel aux parlementaires, à ceux qui font la loi, non, mais en fait, qui réfléchissent mais au Togo, à ce genre. Est-ce que les gens ont déjà manifesté? Je ne sais pas, puisque officiellement, j'ai posé la question il y a encore quelques jours à un représentant de la coalition. Les gens, ils m'ont répondu qu'ils ne sont pas sortis officiellement pour dire oui, on marche pour la démission du chef de l'État. Non, écoutez, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Les audios sont là, les déclarations sont là. Bon, si on a fait un retour-pédalage dans les prises de position, on doit être responsable et le dire qu'on a fait un retour-pédalage. À un certain moment donné, on a dit ça. Voilà. À vous comprendre, votre note pour la démocratie togolaise, c'est une note visiblement, puisque vous avez dit que c'est une démocratie qui est en train d'être enfantée. Même sur ce chemin-là, vous trouvez que le pouvoir, il est dans son bon rôle? Je crois que le pouvoir a un pas d'avance sur l'opposition. Ouais. Nous parlions du djihadisme et de la position du ministre Ouro Koura Agadazi, mais avant que les auditeurs ne commencent pas à vous poser des questions, le PNP a réagi et a parlé de fiction. Le PNP a réagi, a parlé de fiction. Mais sur ce terrain, il faut des preuves. Il faut des contre-preuves. Si l'objectif du PNP est juste une communication politique, alors ça passe. Est-ce que le ministre a monté des preuves? Alors, le ministre, vous savez, c'est le ministre qui dépose l'acte d'accusation. Donc, un ministre ne dépose pas un acte d'accusation sans preuve. Bon, c'est élémentaire. Il y a des éléments, il y a des choses, forcément. Donc, celui qui veut se défendre, le PNP, il ne peut pas se limiter, si vraiment ils veulent résoudre le problème, pas se limiter à des déclarations de la fiction, c'est pas vrai, tout ça. Non, il faut aller maintenant dans des preuves pour dire, écoutez, nous sommes ça, nous avons fait ça. Peut-être c'est cela que vous interprétez de cette façon. Jusqu'au moment où, à un certain moment donné, les gens vont comprendre que vraiment il y a des éléments. Je crois que certains partis de l'opposition ont commencé à prendre la mesure de la question. Ce qui est certain, le ministre a fait des déclarations, le PNP également a fait des déclarations. Nous ne sommes pas malheureusement à la justice pour connaître véritablement s'ils ont étayé leurs déclarations par des preuves. Mais nous avons, comme c'est la tradition ici, nous avons les auditeurs qui vont vous poser des questions. Je rappelle à ces auditeurs que notre invité, c'est Dr Ekwe Foli, il est de la société civile du Togo, il est notre invité au D12 de ce jour. Et je rappelle également les numéros, le 22 46 19 05 et le 96 50 34 37. Docteur, mettez votre casque s'il vous plaît, nous allons commencer par insérer les auditeurs. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, vous parlez trop faiblement. Est-ce que vous voulez bien augmenter un peu le thème de votre voix? Oui, on vous appelle comment? Monsieur?
Maounion, Maounion, allez-y. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Oui, notre ami a posé une série de questions. Il parle d'abord de 2005, le chef de l'État qui est devenu président de la République, entre-temps ministre, député, tout ça. Oui, je remercie d'abord l'auditeur qui a posé des questions qui me semblent assez pertinentes. Bon, l'histoire de notre pays, l'histoire récente est connue de tous. Et en 2005, il y a eu un coup d'État initialement. Ce coup d'État a été dénoncé par la communauté nationale et par la communauté internationale. Ensuite, il y a eu des actions pour revenir à l'échelon du légal. Et c'est ce que vous aviez expliqué, entre-temps, le passage de ministre au président de l'Assemblée. Pour tout cela, c'est pour se conformer à la loi d'une certaine façon. Et les modifications qui ont été faites durant cette période de vacances à la magistrature suprême, c'est-à-dire au moment où le chef de l'État, le général Nassim Beyadema, n'a plus été, il y a eu des modifications. Or, la Constitution interdit qu'il y ait des modifications en période de vacances. Ces modifications-là ont été annulées. Elles ont été annulées. Donc, il y a eu un retour à l'échelon de la loi. Maintenant, la période transitoire de 60 jours qui a été ouverte pour préparer les élections a été suivie. La Cour constitutionnelle du Togo a accepté la candidature du président Faure Gnassingbé. Et ce sont des institutions... Est-ce que cette candidature, puisque vous, par exemple, vous aviez évoqué abondamment au cours de cette émission la question de la loi, et oui, que le parti au pouvoir tient beaucoup à la loi. Oui. Est-ce que cette candidature issue de cette période-là devait être recevable, puisque la Constitution du Togo condamne les coups d'État? Quelqu'un qui était impliqué dedans, est-ce que sa candidature à une élection qui suit cette période-là, cette candidature, est-ce qu'elle devrait être reçue? Vous savez, il y a cette question est très complexe, parce que si vous avez suivi les explications de l'armée, par exemple aux diplomates, on avait dit que le pays, tel que la conformation du pays était, le pays était dans un danger d'implosion. Non, ça on le sait. Ça, on le sait. Un instant. C'est ce qui a conduit au fait à ce coup d'État intuitif. Je suis d'accord. En fait, vous évoquiez la question de la loi. Oui. C'est pourquoi je réagis sur un fait précis. Voilà, ce sont ces impondérables-là qui ont notamment motivé la décision de la Cour constitutionnelle. La Constitution prévoit que des personnes qui ont été impliquées en coup d'État soient jugées. Mais ces personnes n'ont pas été jugées. Donc si aujourd'hui des gens, des citoyens, soulèvent ce problème, ils ont en partie raison. Et ils n'ont pas totalement tort. Mais ils ont un peu tort pour le simple fait que nous ne sommes pas aujourd'hui en 2005. Il y a eu un processus qui a suivi cela. Lorsque des acteurs ont participé à des élections présidentielles, ils ont avalisé indirectement. C'est ce qu'on appelle la raison politique. Ils ont avalisé la candidature à la suite de la Cour constitutionnelle. Par ce acte symbolique, ils avalisent aussi la candidature du chef de l'État. 2005, 2010, 2015. Donc, on ne peut plus aujourd'hui revenir sur ces questions-là. On aurait pu le faire en 2005. Aujourd'hui, il faut voir qu'il y a eu un processus. Les partis comme l'ANC, comme l'a dit, beaucoup de partis qui ont accompagné le processus doivent aujourd'hui répondre aux populations. Pourquoi? Sachant qu'il y avait cet article, nous avons quand même accompagné le processus. C'est à eux de répondre. C'est cela en fait. Il ne faut pas juste vouloir jeter une pierre. On a des actes. C'est une dynamique. Et c'est une question de rapport de force. Donc ce n'est pas des gens qui avaient la possibilité de juger ceux qui avaient perpétré le coup d'État, qu'ils ne l'avaient pas fait. Et ce n'est pas à eux de répondre ou d'expliquer aux populations. C'est plutôt ceux qui par la suite ont participé aux élections. C'est ce que vous voulez dire. Les uns et les autres. Aujourd'hui, on peut faire un droit d'inventaire. On peut appeler la Cour constitutionnelle. Est-ce que c'est encore important? Voilà, c'est la... Est-ce que c'est important? Justement, c'est ce que... Non, je crois que c'est plus important. C'est ce que je disais. Parce qu'il y a eu un dépassement de cette question-là. Et aujourd'hui, nous avons un consensus. On a eu un consensus. Il y a eu l'accord. Il y a eu l'APG. L'APG a réglé tous ces problèmes. Les acteurs sont revenus. Ils ont accepté que le chef de l'État soit président. Et donc, maintenant, il y a des réformes à faire.
Le problème, c'est que ces réformes devaient être faites à travers un consensus. Le consensus n'ayant pas été, les réformes ont traîné. La dernière partie de la question de l'auditeur, il parle de la rue, vous avez semblé condamner ceux qui appellent à manifester. Oui. Il parle également de la Constitution de 92, sans doute, et de ce qu'on a appelé ici le tripatouillage. Oui. En fait, la Constitution de 92 a été modifiée en 2002 d'une façon correcte et légale. Il n'y a pas de... Bon, ceux qui emploient le terme de tripatouillage, je ne sais pas exactement ce qu'ils veulent dire. Quelle connotation morale ils donnent à ce concept-là. Mais je sais que les constituants de 92 ont commis peut-être une petite erreur. Il fallait aller suivant le principe du parallélisme des formes. Si on vote, on adopte cette constitution par référendum, on ne peut pas la modifier sinon par référendum. S'ils l'avaient fait, personne n'aurait pu modifier la constitution en 2002 comme cela. Bien, ils ont prévu un quorum des 4/5e. Donc si dans la vie politique du pays, une force politique se retrouve avec ce quorum, elle est en droit de modifier la Constitution. Ça, c'est du légalisme, ce n'est pas du tripatouillage. Expliquez cela aux populations, à ceux qui ne peuvent pas comprendre directement ce qu'on dit, que ça a été fait dans le légalisme. Maintenant, lorsqu'il parle de la rue, vous me donnez quelques secondes. Je peux? Allez-y, quelques secondes. Alors, je fais cette analogie. Monsieur Pierrot, aujourd'hui, pour aller en France, aux États-Unis, il faut aller à l'ambassade et demander le visa. C'est la voie qui est tracée par les procédures. Bon, des gens disent que nous voulons aller par la mer Méditerranée. Nous voulons aller par la Libye. Effectivement, ils y vont, ils dépensent de l'argent, ils meurent dans l'océan Atlantique et dans l'océan, dans la mer Méditerranée. Bon, maintenant, le problème, il est où? On vous dit, il y a un moyen d'accéder à la présidence, c'est les élections. Donc, c'est le visa. Vous dites, non, nous voulons passer par la mer Méditerranée, donc nous voulons faire un mouvement d'émeute nationale, sociale, pour créer du truc et puis renverser l'ordre. Ça, c'est ce que moi j'appelle de l'anticonstitutionnalité. Donc, c'est cela quand je dis que la rue est rentrée dans le désordre légal, c'est illégal, c'est cela ce que je veux dire. Bon, maintenant, lorsque vous êtes en train, vous abordez la mer Méditerranée, l'ambassadeur de la France des États-Unis vous appelle, les visas sont prêts, venez les prendre. Vous passez par, vous employez l'avion, c'est les réformes, c'est l'avant-projet de loi qui a été envoyé le 5 septembre. Venez repasser par la voie légale. Vous dites non, nous sommes déjà, il n'y a plus de voie légale. Nous maintenant, nous demandons, ouvrons les frontières et détruisez le Frontex, ouvrons les frontières sur l'Europe. Nous allons passer par la mer. C'est cela, l'absurde de la démarche oppositionnelle. Moi, je dis ici que quand il y a un pays qui a des lois, qui a des procédures, il faut respecter ces procédures-là. Maintenant, si on n'arrive pas, comme les gens le disent, j'ai demandé le visa pendant des années, on ne me donne jamais. Maintenant, je vais passer par la mer. Bon, si vous dites, nous avons été aux élections plusieurs fois, on n'a jamais gagné. Maintenant, on veut passer par la rue, on vous dit ceci. Mais attendez, pourquoi vous n'avez pas le visa? Peut-être parce que votre dossier n'est pas complet. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, maintenant, les procédures d'accession au pouvoir, revenez tranquillement, travaillez sur ces procédures. Les élections, comment est-ce qu'il faut suivre les élections? Comment on les organise? La mobilisation populaire, il faut faire ces travaux. Et il y a aussi des prédispositions pour passer, pour faire qu'il y ait l'alternance. Travaillez sur ça. Quand vous évoquez la question des élections, Oui. dans beaucoup de milieux, beaucoup pensent que ces élections n'ont plus grand intérêt aux yeux des populations. La preuve, de plus en plus de Togolais ne participent plus aux élections. Oui, 40% d'abstention en 2015. C'est parce que les gens veulent... Est-ce que ça aussi, est-ce que c'est de la faute de l'opposition? Non, ça, c'est pas de la faute de l'opposition. S'il y a une faute de l'opposition, c'est peut-être un 15 ou un 20%. Parce que l'opposition n'arrive pas à démontrer qu'on la triche. Mais démontrer qu'on vous triche. Nous sommes en démocratie. Et dans les grands pays d'Europe, et toutes les structures qui participent ont les moyens pour suivre. C'est-à-dire, il faut démontrer. Donc quand vous ne démontrez pas, c'est un jeu de force. Nous allons permettre à un deuxième auditeur de vous poser sa question. Parce que ça, le tout premier a pris une dizaine de minutes. Allô? Bonjour. Oui, allez-y. Je ne sais pas si vous avez compris. Je n'ai pas bien saisi. Oui, la dernière fois que les Togolais ont dialogué, je crois qu'ils ont fini par adopter un accord dit à la PG. Et la mise en application des recommandations de cet accord, la mise en application, vous savez tout ce qu'il y a eu autour de cette mise en application. Est-ce que c'est pas de cela qu'il s'agit? Si on avait
appliquer toutes les recommandations de la PG, peut-être qu'on n'en serait pas là. Oui, le problème c'est ce on. Si on avait appliqué, c'est un accord, donc il y a plusieurs parties. Et l'application ou l'implémentation des dispositions de l'accord dépend de tous les acteurs. On a commis une erreur dans la communication politique en doigtant rien qu'une partie, en disant que c'est le pouvoir qui devait faire les réformes. Alors que le pouvoir n'avait pas les 4/5e. Si le pouvoir les avait, le pouvoir aurait fait les réformes. Donc il faut qu'on comprenne que ces réformes de l'APG sont bonnes, elles sont parfaites. Quand vous lisez les thèses, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. D'ailleurs, la commission Vérité-Justice a repris certaines dispositions de cet accord est bon. Mais comment ce on? C'est qui ce on? Mais après la PG, vous évoquez la commission Vérité, Justice et Réconciliation et ses recommandations. Oui. Là aussi, on a senti que le pouvoir n'était pas très pressé à les mettre en application. Je crois que le véritable problème ici, c'est la Constitution. Pourquoi la Constitution? Voilà, parce que quand vous regardez le temps que le pouvoir met entre l'APG, la CVJ, et puis le HCRUN, et puis après cette fameuse commission des intellectuels, et on a semblé croire que le pouvoir jouait un peu à la montre. Bon, vous savez, moi je ne peux dire que ce que je comprends, à partir des éléments dont je dispose. Je sais une chose, la grande partie des réformes doit passer par une modification constitutionnelle. Il y a des réformes qui ont été faites quand même. Il y a eu beaucoup de changements. Mais les réformes qui sont les réformes les plus importantes que le peuple attend, elles passent par la modification constitutionnelle. Or, l'APG n'a pas prévu qu'on fasse ces réformes à travers une procédure de modification constitutionnelle extra-constitutionnelle. Donc, on nous renvoie toujours à la Constitution. Et l'article 144, qui discipline les modifications, impose des contraintes. Et c'est la raison pour laquelle ces modifications ne passent pas, ne sont pas passées. Donc moi je crois qu'on aurait dû, peut-être s'il y a encore un dialogue, qu'on trouve des mécanismes juridiques tels que les réformes qui vont sortir de ce dialogue-là soient faites sans l'équilibre, sans le jeu de l'équilibre politique. Nous parlerons de dialogue dans un instant. La question est de savoir si finalement ce dialogue va pouvoir s'ouvrir mardi prochain comme c'est annoncé. Troisième auditeur, allô? Oui, allô, bonjour. Un problème avec le téléphone. Il est annoncé que les Togolais doivent se retrouver mardi prochain pour commencer par discuter après les événements que le pays connaît depuis 5 mois maintenant. Beaucoup se posent la question de savoir si mardi on va pouvoir véritablement discuter. La question, vous la gardez et l'auditeur finalement la ligne. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez de Tabligo. Bien, mais ça fait plaisir de savoir qu'on a écouté là-bas à Tabligo votre question. Bien, merci. Depuis Tabligo. Merci beaucoup, cher auditeur. Alors, votre première question, je crois qu'une autre personne l'avait déjà posée concernant le coup d'État de 2005. La première question, c'est sur votre discours. En fait, je crois qu'il est en train de comprendre que vous seriez proche du pouvoir en place. En fait, vos développements qui semblent accuser systématiquement l'opposition, puisqu'on a évoqué la question de la société civile au départ de cette émission, une société civile divisée, une proche du pouvoir, une proche de l'opposition. Peut-être qu'il n'a pas écouté l'émission à son début. Oui. Vous voudrez bien peut-être rappeler. Oui. Heureusement qu'il s'agit d'une impression qu'il a. Voilà. Vous savez... Mais vous avez tout le temps accusé l'opposition durant cette émission. J'ai fait une analyse cathartique de l'action de l'opposition. Et j'ai essayé de relever les erreurs qui ont été commises ou que l'opposition commet. Oui, la plupart des erreurs, vous les trouvez au niveau de l'opposition. Bon. Monsieur Pierrot, je crois que vous voulez marteler. Alors, je dis tout simplement que je souhaite que même les opposants soient proches dans leur analyse du respect de l'autorité politique qui gouverne le Togo. Je souhaite cela parce que dans les démocraties, c'est ainsi que cela se fait. Oui, en fait, voilà. Dans les démocraties. Oui, dans les démocraties. Oui, vous aviez dit aussi qu'on n'est pas vraiment en démocratie. Nous sommes en train, justement, nous sommes dans une transition vers la démocratie.
Et donc, nous avons choisi ce modèle. Nous devons tendre vers cela. Je dis qu'il faut distinguer entre le chevalier et le cheval, c'est tout. Mon discours est proche du cheval, parce que je suis respectueux des institutions républicaines. Voilà. Et donc, si je lui accorde ça, mon discours est proche du cheval. Oui. Bon, maintenant, si les prétendants, l'opposition qui est là, qui veut se battre, je dis ceci. L'opposition doit absolument se battre et atteindre l'alternance à travers les canevas que la loi dispose. Voilà. Je ne peux pas cautionner, moi personnellement, de par ma nature, je ne cautionne pas l'illégalisme, je ne cautionne pas les échelons sulfureux qui créent des précédents. Alors, il faut respecter la loi. Voilà, c'est ce que j'ai dit et je crois que j'en appelle à l'opposition. Est-ce que quand on parle de la loi sur les 25-30 dernières années, si la loi était véritablement appliquée, l'opposition ne serait pas déjà au pouvoir? En quelque sorte, oui. Il y a des entorses à la loi de tous les côtés. Et l'exemple le plus récent, c'est la restriction du droit de manifester. Voilà, c'était une entorse à la loi. Mais rapidement, le ministre en charge est revenu. Le gouvernement est revenu. Donc là aussi, il y a eu une tentative d'entorse, mais on a tapé sur la table et la loi. Donc tout le monde doit tendre en fait. Je pose la question parce que vous avez été le chantre de... Oui. En fait, vous évoquez le parti au pouvoir comme étant, vous le présentez comme ce parti qui aime respecter la loi et qui fait du respect de la loi son cheval de bataille. C'est pourquoi je rappelle. Oui, alors il ne faudrait pas tomber dans de l'idéalisation. Je ne suis pas en train d'idéaliser le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir, comme l'opposition, commet et commettra des erreurs. Avant le 19 août, avant le 19 août, qu'est-ce qui marchait dans ce pays? C'est l'une des questions de notre ami de Tabligo. Oui, il dit, bon, il y a eu le 3 août, la marche du Cap 2015. Bon, avant cette marche, il n'y a plus de manifestations, notamment réclamant ou contestant le pouvoir en place, où il n'y a pas eu de manifestation. Il y a eu une accalmie, tout le monde le dit, la presse internationale le dit. Bon, maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui marchait? En fait, c'était ça le sens de la question, puisque beaucoup estiment que depuis le 19 août, oui. Le pays semble être pris en otage par les manifestations. Et qu'est-ce qui marchait dans le pays avant le 19 août? C'est le sens de la question. Bon, c'est une question qui est très large. Et dans un pays, il y a le social, il y a l'économique, il y a le culturel, il y a le politique. Et moi, je raisonne en termes de paix, en termes de tranquillité, de stabilité. Voilà, puisque c'est cela qui fait venir les investissements de l'étranger. Donc, je crois que le 19 août a sonné le glas d'une période d'accalmie. Le 3 août a été, mais le 3 août n'a jamais eu l'ampleur du 19, tout le monde le dit aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que je suis parti du 19. Quand nous faisons l'histoire, on s'attarde sur les dates clés, les dates qui ont produit un changement. Et je crois qu'on ne va pas citer le 3 août. On citera le 19 août. Quelles sont vos solutions? Les solutions, je crois que les gens ont déjà trouvé la solution, c'est le dialogue. Justement, pour ce dialogue, beaucoup se demandent si il va véritablement commencer mardi prochain. Certaines sources estiment que ça va être difficile techniquement et tout ça. Quel est votre avis sur cette question? Bon, si le principe du dialogue est acquis, il y aura dialogue. Mais la date, elle peut ne pas être le 23, puisque nous sommes aujourd'hui le 21. Et avant qu'il y ait un dialogue, je crois que le minimal, c'est qu'il y ait un communiqué du gouvernement qui annonce le dialogue. Il n'y a pas eu ce communiqué. Aujourd'hui, c'est dimanche, demain, c'est lundi. Et il n'y aura pas, je ne crois pas qu'il y aura un dialogue à partir du 23. Bon, il y a également, j'ai suivi le chef de file de l'opposition qui a parlé de préalable encore, qui parle de préalable. Et donc ça fait que cette question est encore ouverte. Et il faut qu'il y ait un dialogue le plus rapidement possible. Mais bon, maintenant, il y aura aussi le référendum. Parce que si aujourd'hui nous en sommes là où nous sommes, c'est parce qu'on a voulu privilégier, on a voulu atteindre un consensus. Non, je reviendrai sur cette question de comprendre comment on peut avoir le dialogue et comment on peut avoir aussi le référendum. L'auditeur est en ligne, allô? Oui, bonjour. On vous appelle comment? David. Oui, David depuis Théviers, votre question. Bien, merci pour les deux questions. Merci pour les deux questions. Sur la première, sur le respect de la loi.
Oui, dans notre pays, tout le monde reconnaît qu'il y a une loi. Bon, maintenant, certains la respectent, d'autres ne la respectent pas. Je n'ai jamais dit que le parti au pouvoir est à 100% respectueux de la loi. Pas du tout. Il y a des grabuges, il y a des violations de la loi tout le temps. Et c'est d'ailleurs cela le rôle de la société civile que nous sommes, de rappeler à l'ordre ceux qui, dans la tendance naturelle, veulent s'écarter de l'échelon légal. On le fait vis-à-vis de l'opposition, on le fait vis-à-vis du parti au pouvoir, de ceux qui dirigent. Il y a certains articles de la Constitution qui n'ont jamais été respectés. Bon, on tape sur la table, essayons de les respecter. C'est comme cela. Bon, maintenant, quand il y a un problème comme celui qu'on vit aujourd'hui, un conflit, absolument, il faudrait que la loi arbitre. C'est donc, quand je parle de respect de la loi, c'est circonscrit, c'est circonscrit au contexte actuel. Parce qu'on ne peut pas régler la crise sans une loi qui est acceptée de tous. Et quand vous parlez notamment de dialogue, je disais qu'il faudrait que tous les acteurs acceptent que la Constitution sera respectée. Voilà. La deuxième partie de la question, c'est à propos du chef de l'État ou de ceux qui dirigent le pays. Il parle de la tendance à s'éterniser ou à rester éternellement au pouvoir. Est-ce que vous avez cette impression-là aussi? Voilà. Il a d'abord dit qu'on a l'impression que le chef de l'État soit le seul à pouvoir gouverner. Alors, je vais lui répondre en disant que vous savez, un État, c'est d'abord un équilibre entre le militaire et le civil, dans tous les États du monde. D'ailleurs, les Romains disaient qu'il n'y a pas d'empire sans légion. La légion, c'est l'armée. Et donc, c'est très important qu'il y ait une entente cordiale entre le chef de l'État, qui est le chef des armées, l'armée et l'élite civile. Ensuite, la population. Le chef de l'État actuel, s'il a l'ascension, s'il a l'aval, le soutien de l'armée, donc c'est normal qu'il dirige. Au-delà de toutes les considérations qu'on peut faire. Donc, si aujourd'hui, il y a un présidentiable dans la rue ou en dehors de la rue qui a l'estime de l'armée, qui a l'estime de la politique, du monde politique, cette personne-là est très bien placée pour gouverner. Le problème, c'est celui-là, c'est qu'il y a une fracture dans notre pays. Quand il demande... Est-ce que c'est toujours lié au niveau d'apprentissage ou de construction de notre démocratie? Oui, c'est toujours... Parce que quand vous dites ça là, et on ne sait pas où on met le suffrage universel. Alors, le suffrage universel, c'est une pratique démocratique que nous sommes en train de maîtriser petit à petit. Nous avons à peine commencé. Alors, ce que je dis, c'est que le fait que le parti au pouvoir soit au pouvoir... Mais en fait, quand on écoute l'auditeur et cette question, beaucoup se la pose. C'est le patronyme qui pose problème pour beaucoup. Ford, Gnassingbé, fils de Gnassingbé, Yadema. En fait, je crois que c'est un peu ça le sens de sa question. Est-ce que vous comprenez quand la question est posée? Je comprends lorsque des gens disent qu'on a été dirigé par un Gnassingbé. Aujourd'hui, on est dirigé par un autre Gnassingbé. Il faudrait qu'il y ait un changement. C'est légitime. C'est légitime. Je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Mais lorsque les gens assimilent le père au fils, je ne suis pas d'accord. C'est deux personnes différentes. C'est deux modes de gouvernance. Vous le voyez. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes à Lomé, vous écoutez les radios, vous savez, on critique le pouvoir, on insulte le chef de l'État. Sous feu Gnassingbé Yadema, ce n'était pas vraiment possible. Il y a eu plus de liberté de la presse aujourd'hui. Il y a eu une évolution quand même. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Un autre auditeur est en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, on vous appelle comment, vous, s'il vous plaît? John. Ok, bien. Allez-y. Bien, merci John pour votre question. Vous l'avez compris, sa question? J'ai compris sa question. C'est vrai, on peut interpréter la récurrence qu'il relève de cette façon. Mais vous savez, il y a eu le cas à Rio Olympio. Il y a eu le cas à Alberto Olympio. Monsieur Gilchrist Olympio a recouru aux armes.
à un moment donné de la lutte politique. Donc si on l'a affublé du terme de terroriste, bon, le terme peut être un peu exagéré, mais il a usé de la force. Et Harry Olympio? Maintenant, Harry Olympio s'est retrouvé dans un engrenage un peu compliqué, où, vous savez, la politique, c'est ce que je disais, vous n'allez pas reprocher... Est-ce que ce n'est pas des alibis, finalement? Non, ces étiquettes qui parcourent le temps. Non, les gens croient qu'ils vont se lever. Il y a eu le cas Pascal Bodion aussi, on a parlé d'escroquerie internationale. Oui, il y a ce qu'on appelle l'autoconservatisme. C'est normal, c'est au Togo que... Donc c'est un instinct. Oui, c'est normal. Aujourd'hui, ceux qui sont dans la rue, quand ils seront au pouvoir, ils feront tout pour s'auto-conserver. Vous comprenez, chers auditeurs, que c'est normal. C'est l'instinct, celui qui est au pouvoir, il le conserve. Celui qui est en marche du pouvoir, il cherche à le conquérir. Donc, dans les stratégies, il y a beaucoup de choses qui se font. Bon, on ne va pas dire aujourd'hui que chaque fois, quand il y a une stratégie, alors c'est du faux. Attention, parce que quelquefois, il se peut que ce soit du vrai. Un autre auditeur, allô? Bonjour. Oui, Monsieur Maglo. Monsieur Maglo. L'essentiel, c'est que finalement, vous soyez dans le direct. Monsieur Maglo. Oui, oui, votre question. Oui. Bien, merci. Merci. Bien, merci. Merci Maglo de nous avoir appelé depuis Agoué. Allez. Vous avez compris Oui, j'ai compris. Il n'est pas le seul à poser la question. Monsieur Maglo, je vous remercie. Vous avez dit qu'il faudrait que je supporte la critique. Je la supporte, il n'y a pas de souci. D'abord, je vous remercie d'avoir ouvert votre cœur pour le dire. Nous sommes dans une société pluraliste et c'est le pluralisme des idées. Merci. Donc, je vous réponds simplement en disant que le problème de l'alternance est réel. Je reconnais qu'il faut qu'il y ait une alternance au Togo. Et quand je dis que l'opposition togolaise est particulière et singulière, c'est vrai. Et il y a beaucoup de critères par rapport auxquels on peut défendre cette thèse. Quand je dis que le politico-partisan doit être séparé de la société civile, c'est également vrai. Ça, c'est une question de théorie et d'office. Et c'est seulement au Togo, généralement en Afrique. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Le syndicalisme, durant la période des indépendances, est confondu avec le mouvement politique. Ça fait qu'on n'a pas fait de distinction entre les syndiqués, les personnes syndiquées, et les politiques. C'est la même chose qui se pose aujourd'hui après les années 90. On ne sait pas faire la différence entre la société civile, qui doit faire de la veille républicaine, et les partis politiques dont l'objectif est la conquête pure et simple du pouvoir. Oui, allez, ça, c'est une question. Oui, ce que vous décrivez. Monsieur Maglo ou d'autres vous reprochent justement que votre discours se confond à ceux tenus par les partisans du pouvoir. Je vous avais dit depuis le début, hein, vous savez, je réfléchis d'une façon très nuancée. Je vous ai dit qu'il y a un cheval et un chevalier. Oui, vous l'avez dit ça plusieurs fois. Mais voilà. En fait, est-ce que, comme Maglo l'a dit là, oui. Est-ce que vous pensez que les Togolais sont convaincus? Non, il ne s'agit pas que les Togolais soient convaincus du discours que je... Mais est-ce que c'est pas ça aussi l'objectif d'un tel exercice? Non, ce n'est pas l'objectif. D'éclairer les gens? Voilà, nous voulons éclairer, pas convaincre, parce que l'homme se convainc. Moi, j'ai plus peur des gens qui s'approchent sans être convaincus. Donc, si une personne écoute les développements et il voit qu'il y a un fond de vérité, il se fait sa vérité, il en est convaincu, c'est bien. Bon, maintenant, je dis ceci, cher ami, cher frère Maglo, et nous sommes dans une situation où la guerre entre deux camps va détruire notre pays. Alors, l'alternance, elle est bonne, elle est positive. Il y a des gens, des personnalités dans le parti au pouvoir qui veulent l'alternance. Il y a des gens dans le parti au pouvoir qui ne veulent pas d'alternance. Il y a des gens dans l'opposition qui ne veulent pas d'alternance. Et il y en a qui veulent l'alternance. Mais vous, ça connaissez au niveau de l'opposition? Oh, ben bien sûr. Parce que le statu quo
peut faire du bien, nourrit beaucoup de personnes. Lorsque les gens réfléchissent de façon particulariste, singulière. Mais je dis ceci. Je vous pose une question, monsieur Maglo. Non, il n'est plus en ligne. Et oui, il va réfléchir par rapport à cela. Quelle alternance voulons-nous au Togo? Une alternance telle que l'après-alternance soit pire que l'avant-alternance? Ou parce que nous avons soif d'une alternance, on peut se jeter dans n'importe quoi? C'est la question que je pose ici. Et lorsqu'il dit que mes positions se rapprochent des positions du parti au pouvoir, et je suis effaré, je suis étonné. Vous caricaturez l'opposition du Togo, vous parlez de particularisme, oui. Mais visiblement, et comme l'a fait M. Bango, peut-être deux auditeurs qui n'ont pas eu la chance d'entrer en ligne, oui. Vous semblez totalement ignorer la position du parti au pouvoir, c'est ça qui peut-être gêne certains auditeurs. Non, le parti au pouvoir est au pouvoir. Vous donnez l'impression que ce parti n'est pas particulier. Non, le parti au pouvoir est au pouvoir, il doit conserver son pouvoir. Ça, on le sait, dans bien nombre de pays. Oui. Vous savez, maintenant, vous savez, oui, allez-y. Il est particulier, c'est qu'il y a toute une philosophie sur le singularisme du Togo qu'il faudrait peut-être faire pour que les auditeurs comprennent que nous sommes un État pilote, un État laboratoire, un État particulier. J'ajoute une notion, nous sommes dans la périphérie. Ceux qui comprennent ça, la dialectique périphérie-centre, comprendront pourquoi est-ce que le Togo vit cette situation. Mais c'est quoi? C'est quoi? C'est ésotérique? C'est spirituel? Ce n'est pas ésotérique. Et nous sommes la périphérie d'un centre. Et le centre, c'est l'ex-puissance qui nous a colonisés. Et donc, il y a un double enjeu. Il y a ce que les gens au Togo appellent l'enjeu de la démocratisation. Mais il y a aussi l'enjeu de la sécession, de la part de la puissance tutrice. Donc, il y a ces enjeux-là qui font que nous sommes liés à un centre. Nous sommes dans la périphérie. Alors, allez visiter l'histoire de Rome, de la Rome antique, ou l'histoire de l'Égypte antique. Vous allez me dire comment se fait la passation de pouvoir dans les périphéries. Bon, je ne veux pas aller dans tout le détail, mais sachons une chose. Les gens qui veulent avoir le pouvoir doivent s'inscrire au Togo dans la légalité. Et doivent faire un travail pour que la fracture sociologique soit résolue. Vous parlez tantôt de dialogue et vous ajoutez que le référendum aussi aura lieu. Ça ressemble un peu aussi à un discours déjà entendu dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, exactement. Alors moi personnellement, bien avant le discours du chef de l'État, j'avais, à travers une analyse, nous avions dit que pour résoudre ce problème, il faut passer un référendum. Parce que quand vous perdez 12 ans, 2006-2017, bon, vous perdez 11 ans pour chercher un consensus, vous ne le trouvez pas. Quand vous avez un créneau pour faire les choses unilatéralement, vous le faites. Vous le faites unilatéralement. Le référendum tranche. Les politiques ont d'autres dynamiques. Hein? Ils réfléchissent d'une autre façon. Les populations croient que les politiques les représentent. Mais moi, je peux vous dire qu'aucun politique ne représente a priori aucune population. Donc, les gens sont dans une optique de carrière. Beaucoup sont dans une optique de carrière. Et ils jouent sur ce qu'on a appelé l'imbécilité des masses pour avancer. Il y a aussi cela. Il y a des gens qui sont très sérieux. Ils sont où? Ils sont de l'opposition, ils sont du pouvoir? Mais bien sûr, de tous les côtés. De tous les côtés, il faut le dire. Donc, le problème qu'il y a, c'est que nous devons aujourd'hui, au Togo, aller vers un dialogue. Pourquoi? Pour aplanir les divergences. Et le dialogue que moi je souhaite pour mon pays, c'est un dialogue qui fera en telle sorte que les gens seront d'accord sur leurs désaccords. Une fois que l'on est d'accord sur les désaccords, on va au référendum pour permettre à ce peuple que tout le monde dit posséder, ce peuple n'a qu'à trancher. Nous disons, il faut limiter les mandats présidentiels. C'est acquis. Nous disons, il faut qu'il y ait une élection présidentielle à 2 tours. C'est acquis. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne vote pas une telle loi? Parce que peut-être en la votant, vu que la loi n'est pas rétroactive, elle commencerait à avoir effet à partir d'aujourd'hui. Et on considère que le parti au pouvoir peut encore gouverner pendant 10 ans. Et c'est ce qui crée la trouille. Chère population du Togo, chers politiciens, ne soyez pas trop pressés. Alors, ce qui est bon et juste, il faut le faire. Il faut revenir au plan légal. Il faut arranger les tests. Donc, donnons la possibilité au peuple de trancher à travers un référendum. Je suis certain que lorsqu'on demandera au peuple de se pencher sur une telle question référendaire, les gens diront « Ah mais bon, mais écoutez, on accepte d'aller à la limitation des mandats tout de suite. » Bon, maintenant, les Russes disent qu'il y a ce qu'on appelle les grands événements à venir. C'est les impondérables que personne ne gouverne.
Donc je demande à mes amis de l'opposition. Vous citez des exemples qui font des fois froid dans les yeux, dans le dos. Ah, vous aviez parlé de Rome, vous avez parlé d'Athènes, et puis là, vous parlez de la Russie. oui. C'est des exemples dans l'histoire qui gênent. Je crois que le Togo a l'ampleur de ces nations. C'est peut-être ce qui nous échappe. Nous sommes un pays d'ordre mondial. Et ceux qui vivront longtemps vont s'en rendre compte. Parce que c'est pour cela que notre processus, le laboratoire togolais, est si difficile. Vous voulez dire que le Togo est un petit pays, mais grand en même temps. Qui a le poids du monde. Le Togo, les oracles le disent. Depuis la naissance de ce pays, les tests des Allemands l'ont dit. Les Français également le savent. C'est pour cela que le Togo a toujours été un territoire sui generis, un territoire particulier. Et donc tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que nous avons un grand destin. Et ce destin nous impose à ce que opposition et pouvoir se mettent ensemble. Nous ne devons pas être pressés. Le temps est illimité. Le monde ne va pas s'éteindre demain. Pour ceux qui croient que le Christ viendra, ils seront enlevés. Non, le monde continue. Les deux grandes civilisations vont naître. Et l'Afrique a son rôle à jouer. Le Togo a un rôle à jouer. Moi, je rêve de ce pays comme une puissance militaire régionale. Le Togo a les moyens de le faire. Mais dès lors que nous nous chamaillons entre nous pour de petites questions de constitution, questions de personnes, mais on perd le temps. Voilà. Donc c'est un argumentaire qui dépasse le politico-partisan. C'est pour cela que des gens qui sont du côté de l'opposition croient que nous défendons le pouvoir. Ce n'est pas vrai. Nous défendons le Togo en tant que république. Cette semaine... Et nous avons du respect pour ceux qui aujourd'hui ont les leviers et qui gouvernent notre pays. Voilà. Il y a quelqu'un, l'ancien Premier ministre Agbembe Kodjo, qui disait cette semaine qu'il faille amnésier le passé pour aller de l'avant. Est-ce que vous partagez? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je lui ai d'ailleurs envoyé un message de félicitations. Il faut faire une amnistie sur le passé. Parce que c'est le relents du passé qui entretiennent les belligérances et les antagonismes du présent. Il faut oublier. Si on avait oublié le passé, on ne dirait pas que Faure a fait 50 ans. Le président Faure a fait 50 ans. Est-ce que cela, par exemple, éventuellement, peut être inclus dans une discussion future au Togo? Bien sûr. Pourquoi pas? On doit amnistier, vous savez, quand vous avez connu des phases douloureuses, des phases qui ont créé des fragmentations, ce que nous appelons les clivages structurés dans un pays, il faut à un moment donné s'élever et poser des vraies questions. Que voulons-nous pour notre pays? Les populations qui sont au nord sont particulières. Ils ont des talents que celles du sud n'ont pas. Les populations qui sont du sud sont particulières. Elles ont des talents que celles du nord n'ont pas. Et ainsi de suite. Un pays comme le nôtre est un arc-en-ciel. Attention. Pourquoi ne pas se comprendre et faire de ce petit pays une lumière en Afrique et dans le monde? Les petites histoires de pouvoir, de trucs, on va les dépasser. Aujourd'hui, les gens croient que la malgouvernance provient du chef de l'État. Non. La malgouvernance provient de nous tous. À chaque niveau. Et chacun doit faire un effort pour se dire que, c'est ce que nous appelons la convergence pyramidale. Un instant, une dernière chose. Les Togolais doivent se comprendre. Bien, merci. Merci d'être venu, docteur Ekwe Foley. Je rappelle que vous êtes de la société civile. Cette émission, elle s'achève ainsi. Romanique Freitas, merci d'être resté à la technique. Je suis Pierrot Atiobé. À dimanche prochain. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.